Bonjour à tous, je suis Hélène Becker, directrice du département reconnaissance des diplômes Centre Enic Narik France de France Éducation Internationale et ce soir je suis modératrice du webinaire qui nous réunit Reconnaître les diplômes étrangers en France, un enjeu national et européen. Nous sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux, vous êtes plus de 600 à vous être inscrits et vous venez d'horizons différents, notamment des établissements d'enseignement supérieur français et particulièrement des services de scolarité et des relations internationales, d'autres ministères aussi, notamment le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de notre réseau culturel aussi, notre réseau culturel et de coopération à l'étranger, du réseau Enic Narik, de France Éducation Internationale, bien sûr, et je tiens à souligner, bien sûr, la présence de l'équipe du Centre Enic Narik France. C'est de son travail et de ses missions qu'il sera question ce soir. Comme vous le savez, notre établissement fête cette année ses 75 ans. Le Centre international d'études pédagogiques fut créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par Gustave Monod, inspecteur général de l'instruction publique, qui était convaincu de la nécessité d'adosser les réformes éducatives à la comparaison internationale des systèmes éducatifs. Lieu de rencontre et de réflexion, le CIEP a développé ses activités tout au long de ses 75 années dans le domaine de la coopération éducative à l'international et de la didactique du français langue étrangère afin de répondre aux enjeux éducatifs. Il est aujourd'hui l'opérateur de référence du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en matière de coopération internationale. Afin que son nom reflète davantage ses missions, il en a changé en 2019 et est devenu France Éducation Internationale. Alors nous avions initialement prévu en cette fin d'année de réunir nos partenaires à la Sorbonne afin de célébrer nos 75 ans. Hélas, les conditions sanitaires nous ont contraints à décaler cet événement et à concevoir un autre format pour marquer cet anniversaire. Ainsi est née l'idée de vous proposer une semaine de webinaire autour de nos différents domaines d'expertise. Et ce soir, c'est le Centre Enic Narik France, donc, qui est à l'honneur. Alors ce centre, il est rattaché à France Éducation Internationale depuis 2004. Et à ce titre, il s'agit d'un département comme les autres, comme le département coopération en éducation, le département langue française ou le département évaluation et certification. Mais sa particularité est qu'il est aussi membre d'un réseau international de 57 centres dans 54 pays, le réseau Enic Narik. European Network of Information Centers, National Academic Recognition Information Centers. Il y a dans ce réseau international des centres qui sont Enic Narik, comme le nôtre. Ils sont situés dans les pays membres de l'Union européenne et les pays candidats et dans les pays de l'espace économique européen. Et il y a aussi une vingtaine de centres qui sont seulement Enic et qui sont situés dans d'autres pays signataires de la Convention de Lisbonne de reconnaissance et des pays de l'Europe au sens très large, puisqu'elle inclut plusieurs pays d'Asie centrale et également des pays d'Amérique du Nord et également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'action de ce réseau est coordonnée par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. C'est un réseau dont l'objectif est de contribuer à la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur en favorisant la reconnaissance des diplômes étrangers et de favoriser la mobilité internationale de manière plus globale, que ce soit pour raisons académiques ou professionnelles. Et cette reconnaissance, elle se fait sur la base d'un accord international que l'on peut qualifier de visionnaire, la Convention de Lisbonne de reconnaissance des qualifications de 1997. Elle établit en quelque sorte un droit à la reconnaissance et pour la première fois introduit la notion de diplôme étranger reconnu sur la base des résultats d'apprentissage et non plus d'équivalence sur la base de contenu. La Convention de Lisbonne permet aux diplômes étrangers d'être reconnus et donc d'exister dans le respect de leurs différences. Dans le même esprit a été établie plus récemment, en novembre 2019, la Convention mondiale de reconnaissance des qualifications, qui a pour ambition d'élargir au monde entier cette approche de reconnaissance des diplômes. Alors, à l'échelle du Centre Enic Narik France, cet objectif de reconnaissance des diplômes étrangers se décline en 3 grands axes de travail. La délivrance de plus de 25 000 attestations de reconnaissance de diplômes étrangers par an à des titulaires de diplômes étrangers qui souhaitent étudier ou travailler en France. Et c'est au travers de cette activité que la plupart d'entre vous nous connaissent.
Cette attestation est une aide à la lecture d'un diplôme étranger. Elle est délivrée dans l'esprit de la Convention de Lisbonne de reconnaissance. Elle explique le diplôme étranger, elle ne le remplace pas, elle le laisse exister dans sa différence. Notre deuxième grand axe de travail, c'est l'information aux particuliers et aux institutions, y compris les employeurs, sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France. Et le troisième, enfin, c'est la participation à la réflexion internationale sur l'harmonisation et la cohérence des pratiques de reconnaissance des diplômes. Alors, le choix de nos intervenants ce soir est un reflet de notre identité et aussi de notre rôle charnière. Notre identité à la fois européenne et nationale. Notre rôle aussi de faire la jonction entre les engagements pris par notre pays au plan européen en matière de reconnaissance des diplômes et leur application au niveau national. Et enfin, le sens concret de notre action sur le terrain. C'est pour cette raison que nous les avons invités à donner leur perspective sur notre rôle. Comment perçoivent-ils la place que nous avons actuellement? Qu'attendent-ils de nous à l'avenir? Et vous, participants de ce webinaire, quelles sont les questions que cette perspective européenne et ces perspectives nationales sur le rôle du centre Hénique Narrick suscitent? Donc, je vais présenter nos trois intervenants qui sont sur scène avec nous ce soir. Alors, je vois, oui, Monsieur Siegfried Martin-Diaz, Madame Vanessa de Biassinton et Madame Fatou Estéoul. Alors, Madame Vanessa de Biassinton est chef de l'unité enseignement supérieur à la direction jeunesse, éducation et Erasmus+, de la Commission européenne. Bonsoir, Madame de Biassinton. Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Merci. Et Monsieur Siegfried Martin-Diaz, chef du département des stratégies de l'espace européen de l'enseignement supérieur à la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Martin-Diaz, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hélène. Bonsoir Siegfried. Et Madame Fatou Estéoul, directrice du pôle stratégie et relations internationales de l'Université de Paris. Bonsoir Madame Estéoul. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et merci de votre invitation. Merci. Alors, je vous demanderai de bien vouloir fermer votre micro si vous le voulez bien quand vous ne parlez pas. Et également, je vous invite à désactiver les notifications qui se trouvent au-dessus de votre écran, la petite cloche. Voilà. Nous avons prévu ce soir un temps de parole, un temps de table ronde, pardon, d'une trentaine de minutes environ, suivi d'un échange d'une vingtaine de minutes avec vous tous les participants au webinaire. Et c'est ma collègue Nathalie Nilsson-Thiello, à qui je demande aussi d'aller sur scène, comme on dit dans le vocabulaire de Livestorm. C'est donc ma collègue qui animera la partie questions et réponses avec vous les participants. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente rapidement, je suis donc Nathalie Nilsson-Thiello, directrice adjointe et responsable d'unité de traitement au centre Hénique Narrick France. Je vais donc gérer le chat et les questions pour ce webinaire. Donc, vous êtes invités à poser vos questions aux intervenants dans l'onglet questions qui se situe à droite. Et pour toute discussion, disons, informelle, vous avez l'onglet chat. Je collecterai ensuite l'ensemble des questions et puis je les partagerai entre les différents intervenants. Merci Nathalie. Donc nous allons commencer avec la première partie du webinaire, donc une table ronde virtuelle avec nos trois intervenants que je remercie chaleureusement bien sûr pour leur présence avec nous ce soir. Alors c'est la Commission européenne ou la Commission des communautés européennes comme on l'appelait à l'époque qui est à l'origine de la création du réseau Narrick en 1984, donc bien avant la signature de la Convention de Lisbonne en 1997, avant le lancement de ce que l'on appelle le processus de Bologne en 1998 et avant la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur en 2010. Et donc déjà, le rôle de ce réseau était d'améliorer les pratiques de reconnaissance des diplômes. Alors, Madame de Biassinton, vous êtes chef de l'unité enseignement supérieur à la direction jeunesse, éducation et Erasmus+, de la Commission européenne. Quelle est l'importance pour vous du réseau Hénique Narrick et plus particulièrement celle du centre Hénique Narrick France dont il est question ce soir? Comment la Commission européenne appuie-t-elle le centre Hénique Narrick France dans la réalisation de sa mission d'amélioration des pratiques de reconnaissance?
Oui, bonsoir Hélène et merci pour cette très belle introduction. Donc effectivement, le centre de réseau Enic-Narik est absolument essentiel. Il a été créé en 87, il y a plus de 84, il y a plus de 30 ans. Et en même temps, nous avons créé, mis en œuvre avec le support de toutes les universités et des États membres de l'époque du programme Erasmus. Il était inconcevable de promouvoir la mobilité des étudiants dans cet espace qui deviendra l'espace européen de l'enseignement supérieur, et maintenant l'espace européen de l'éducation dans son ensemble qui va bien au-delà de l'enseignement supérieur. Il est inconcevable de promouvoir cette mobilité sans assurer une reconnaissance, que ce soit une reconnaissance de l'apprentissage tel qu'on peut le suivre dans le cadre du programme Erasmus ou une reconnaissance des diplômes lorsque l'on souhaite aller étudier ou travailler à l'étranger. Et cet objectif est toujours d'actualité, plus que jamais. Je me souviens très bien de la conférence ministérielle de Bologne à Paris en 2017, fantastique, qui a été organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur français. Je crois que toutes les délégations s'en souviennent encore. Cette année, ça a dû être de manière digitale. Et vous aviez, Siegfried, organisé une fantastique session avec les étudiants. Vous leur aviez demandé qu'est-ce que représente pour vous le processus de Bologne et quels sont les principaux obstacles. Et donc, encore aujourd'hui, ce que signifie le processus de Bologne pour ces étudiants, c'est cette libre circulation, de pouvoir étudier où ils veulent, mais sans les obstacles. Et quel était aujourd'hui l'obstacle majeur pour eux lorsque nous leur avons posé la question? C'est cette reconnaissance de l'apprentissage à l'étranger ou des diplômes à l'étranger. Donc, à savoir un Français qui veut aller étudier en Grèce, par exemple, que si cet étudiant a une licence qui lui permet d'accéder à un master, il doit pouvoir être éligible pour pouvoir accéder à un master en Grèce, en Allemagne, en Finlande ou en Espagne. Alors ici, je parle d'éligibilité, je ne parle pas d'admission. L'admission, bien sûr, il en revient à l'université avec leurs propres critères. Mais en termes d'éligibilité, c'est absolument essentiel. Et donc, ici, le rôle de ce réseau Enic-Narik est absolument fondamental pour aider, pour informer, que ce soit les employeurs, que ce soit les établissements d'enseignement supérieur qui ne connaissent pas forcément très bien les systèmes d'enseignement supérieur étranger, d'avoir ce support pour les guider dans cet accueil des étudiants étrangers. Donc, c'est absolument fondamental ce réseau et c'est pourquoi la Commission européenne encourage les échanges de bonnes pratiques entre ces réseaux qui facilitent une meilleure connaissance de ces systèmes européens d'enseignement supérieur qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Alors, notre objectif n'est pas d'harmoniser totalement, c'est important de reconnaître ces différences, mais c'est important d'assurer une approche commune quand il s'agit d'une licence, d'un master ou d'un doctorant. Donc, c'est pourquoi la Commission européenne finance ce réseau. Nous finançons des échanges qui ont lieu régulièrement quand il s'agit, et j'y reviendrai tout à l'heure également, d'une reconnaissance automatique. Merci beaucoup, Madame de Biais-Sainton, pour ces informations qui nous permettent de comprendre tout, voilà, l'historique du réseau NARIC et comment la Commission européenne structure ses relations avec le centre Enic-Narik que nous sommes et contribue aussi au rapprochement ainsi des systèmes éducatifs européens. Mais ce rapprochement, il ne pourrait se faire sans la volonté politique de chaque État. Et donc, je me tourne maintenant vers vous, Siegfried, qui avait bien conscience de l'importance de cette volonté politique en tant que chef du département des stratégies de l'espace européen de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur en France. Quelles sont cette volonté politique comment se traduit-elle exactement et quels sont les principaux engagements politiques de la France en matière de reconnaissance des diplômes étrangers en France et aussi quel est notre rôle en tant que centre Enic-Narik, quel rôle vous nous donnez pour leur mise en œuvre? Merci beaucoup. Déjà, je réitère en fait mes remerciements pour
pour l'organisation de ce webinaire qui est organisé sur un sujet vraiment crucial. Alors aujourd'hui, on est tous dans nos chambres ou dans nos bureaux et les étudiants doivent continuer à pouvoir étudier à l'étranger. J'espère que la crise sanitaire bientôt sera derrière nous et qu'on repartira dans une nouvelle dynamique. Il y a quelques jours, Vanessa le rappelait, il y a eu une conférence ministérielle de l'espace européen de l'enseignement supérieur qui s'est aussi organisée de manière dématérialisée, mais qui était hébergée par nos collègues italiens. Et qu'il y a quelques jours encore, un petit peu plus loin, fin septembre, la Commission a lancé une communication sur le futur de l'espace européen de l'éducation. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur du renouveau de cette dynamique. Ça a été dit, la reconnaissance des diplômes, c'est l'enjeu fondamental pour faire de la mobilité une réalité. Il n'y a pas de mobilité finalement sans reconnaissance des diplômes, de ce titre qui va nous permettre de passer d'un pays à l'autre, d'étudier d'un pays à l'autre ou bien de travailler d'un pays à l'autre. Et ça s'inscrit non pas uniquement au niveau européen, ça a été de l'Union européenne, ça a été rappelé, mais aussi au niveau de l'espace européen de l'enseignement supérieur qui désormais compte 49 États signataires depuis la conférence dont je parlais tout à l'heure de l'espace européen de l'enseignement supérieur. La reconnaissance est aussi, au-delà de la circulation dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, au carrefour de deux autres enjeux majeurs. Il y a celui déjà de l'attractivité internationale. Tu l'évoquais, Hélène, la Convention mondiale de l'UNESCO. C'est vraiment un enjeu fondamental d'attractivité aussi, de compréhension, de dialogue entre la zone Europe et le reste du monde. On ne peut pas entendre la mobilité uniquement sur le plan européen. Et puis, plus prosaïquement, c'est la question de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, avoir une carrière professionnelle sans avoir une mobilité internationale, c'est de moins en moins compréhensible. Et cette formation, elle doit se faire tout au long de la vie. Donc là, on est face à des marchés du travail très, très, très évolutifs et la reconnaissance des diplômes se situe également là. Quels sont les engagements de la France à cet égard? À trois niveaux. On a parlé du niveau de l'Union européenne. Alors, on l'évoquera certainement peut-être encore, mais il y a la directive de 2005 sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, où là, il y a cette question de reconnaissance, et là, vous y travaillez pour permettre, dans certaines professions, d'exercer ces professions suite à une qualification obtenue dans un autre pays. Il y a, et Vanessa y reviendra certainement, la recommandation du Conseil de 2018 que les ministres de l'Union européenne ont adopté vis-à-vis de cette reconnaissance automatique qu'a commencé à évoquer Vanessa, en vue en 2025 d'en faire une véritable réalité. Et un des engagements de la France, c'est bien sûr d'y travailler. En 2022, il y aura un premier bilan. En 2022, ça coïncide aussi avec la présidence française de l'Union européenne. On sera très heureux de pouvoir constater, j'en suis sûr, les succès engrangés vers cet objectif. Et puis, je l'évoquais, notre engagement dans l'espace européen d'enseignement supérieur, il y a la Convention de Lisbonne et il y a tout ce travail d'apprentissage entre pairs sur lequel nous sommes engagés, ou dans lequel le Centre Nick Naric est également engagé pour faciliter cette interopérabilité entre les systèmes. Au plan mondial, la Convention mondiale, la France a beaucoup œuvré finalement en vue de l'adoption de cette convention à l'UNESCO en novembre 2019. Désormais, le processus de ratification est engagé. Il faut qu'au moins 20 États les ratifient pour que cette convention devienne une réalité. Aujourd'hui, la Norvège et le Nicaragua ont ratifié, et en France, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir le ratifier le plus vite possible. Le rôle du Centre Nick Naric, évidemment, c'est celui de passeur. Hein, c'est celui qui permet de l'interprète, le traducteur entre les différents systèmes. Il n'y a pas d'interopérabilité sans avoir à un moment donné un interprète, et ça, c'est vous. Et vous qui êtes vraiment à la manœuvre et sur lequel on se repose, à la fois pour la transmission de l'information vis-à-vis des particuliers, vis-à-vis des étudiants, mais aussi, on y reviendra certainement, vis-à-vis des collègues des établissements de l'enseignement supérieur. Très bien, merci beaucoup Siegfried pour ces informations sur nos engagements politiques. Du point de vue du ministère de l'enseignement supérieur, je me souviens, vous nous aviez sollicité en tant que Centre Nick Naric pour présider, comme tu l'as mentionné, ce groupe de soutien aux pairs sur la Convention de Lisbonne. De votre point de vue, quels ont été les résultats? Est-ce que quels ont été les principaux résultats, les principales avancées que nous avons pu
atteindre finalement dans une meilleure conformité avec la Convention de Lisbonne dans notre pays? Eh bien, déjà, que je revienne peut-être pour nos auditeurs ou nos spectateurs sur cette approche. En fait, lorsque lorsque la France a hébergé la conférence ministérielle de l'espace européen de l'enseignement supérieur, il y a eu toute une réflexion sur la méthode. On connaît les engagements, mettre en place la Convention de Lisbonne, notamment l'assurance qualité également, mais la méthode a fait l'objet de beaucoup de discussions. Est-ce qu'on va prendre un pays et dire voilà, vous n'êtes pas suffisamment ouvert, il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas possible, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, on va finalement possiblement vous sortir de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Ou est-ce qu'on se dit que chacun, on a à balayer devant notre porte, on a chacun des avantages, chacun des inconvénients, chacun des choses à faire évoluer et on a à apprendre les uns des autres de manière très humble et mettre en valeur ce qu'on sait faire et apprendre des autres pour ce qu'on sait moins faire. C'était tout l'objet, et j'insiste dessus parce que ça fait vraiment l'objet de discussions approfondies, et finalement à Paris a été adoptée cette idée d'approche entre pairs. Donc tu le disais Hélène, un certain nombre de groupes, 3 groupes, qui correspondent à chacun des engagements clés de Bologne ont été mis en place, et le ministère a souhaité mettre vraiment en exergue le rôle d'ENIC-NARIC, le centre ENIC-NARIC France, pour le représenter notamment aux côtés de l'Italie et de l'Albanie, avec un groupe qui a été mis en place, qui a travaillé pendant 2 ans, entre 2018 et puis la conférence qui s'est tenue à Rome en novembre. Alors évidemment, on n'a pas changé la donne de manière drastique, mais les choses ont été mises en place. Elles ont été mises en place comment? À travers, d'une part, donc, ce travail d'apprentissage, chaque pays a été invité à, d'une certaine manière, mettre en avant ce qu'il savait faire et ce qu'il pouvait peut-être transmettre comme savoir-faire, comme bonne pratique vis-à-vis de ses interlocuteurs, et puis également à travers un certain nombre de projets qui sont soutenus dans le cadre du programme Erasmus et qui visent à approfondir certains sujets particulièrement importants, certains sujets comme par exemple la reconnaissance des qualifications des réfugiés, par exemple. Et là-dessus, donc le Centre ENIC-NARIC a fait ce travail pour nous. On travaille aussi beaucoup en lien avec les conférences des présidents, avec les établissements, avec l'ensemble en fait de ce qu'on appelle les parties prenantes au niveau français, pour pouvoir eh bien faire avancer ce travail. Donc, ce qui a été engrangé à ce stade, c'est ne serait-ce que la mise en place de ce groupe, la mise en place de ces projets, que chaque pays mette en place une espèce de feuille de route où il va s'engager vis-à-vis des autres sur ce qu'il peut apprendre d'eux et sur ce qu'il peut leur transmettre. Et c'est ça qui est important aussi, le fait que cette approche ait été eh bien reconduite lors de la conférence ministérielle de l'espace européen de l'enseignement supérieur de Rome. Et donc, on est reparti. Évidemment, on est très content que le Centre ENIC-NARIC France ait accepté de reporter le flambeau, encore une fois, de continuer ce travail avec notamment l'Albanie et l'Italie, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc de commencer à approfondir des nouveaux sujets. On y reviendra peut-être, mais il y a la question des technologies numériques pour la reconnaissance, des parcours alternatifs et la qualification des réfugiés dont je parlais. Voilà. Merci beaucoup Siegfried pour cet exposé très clair sur nos engagements et également le rôle important du centre ENIC-NARIC que vous avez su nous donner pour relever ce défi. Alors nous allons maintenant glisser vers le terrain, si j'ose dire, où s'appliquent concrètement ces décisions et plus particulièrement à l'université de Paris, avec Madame Fatou Esteoul, donc directrice du pôle stratégie et relations internationales dans cet établissement. Et comme dans 80% des pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur, les universités dans notre pays sont autonomes. Alors peut-être Madame Debiais-Sainton et Monsieur Martin Diaz nous ont exposé comment cela tous ces engagements pris au niveau européen et appliqués au plan national, et comment cela se traduit pour vous au quotidien? Comment est-ce que votre établissement reconnaît les diplômes étrangers et quel rôle le centre ENIC-NARIC France joue-t-il dans cette procédure?
Oui, merci. Vous avez mis en intitulé un enjeu national et européen et je rebondis justement sur le fait que c'est un enjeu pour les universités françaises et particulièrement l'université que je représente, l'université de Paris, parce que au-delà de tous les aspects qui ont été évoqués, d'attractivité, de mobilité étudiante, il y en a un qui est primordial à nos yeux, c'est la réussite des étudiants étrangers qui viennent dans nos institutions. Et c'est la réussite de leur parcours d'études. Et c'est là où tous les aspects de reconnaissance des diplômes étrangers prend son sens et où nous avons besoin de l'appui du Centre Énictari, je vous en dirai un petit peu plus sur quels aspects, et aussi où nos universités ont besoin d'avoir une très bonne connaissance des systèmes d'éducation étrangers, des parcours d'études suivant les différents pays, des maquettes de diplômes. Et c'est là où cette information par pays, par institution est primordiale à nos yeux. Alors concrètement, il y a une grande appréciation qui est laissée aux enseignants-chercheurs responsables de formation lorsqu'ils visent l'ensemble des candidatures des étudiants étrangers. Ils le font en s'appuyant sur leur réseau académique respectif, les partenariats qu'ils ont mis en place déjà de longue date avec des partenaires étrangers, leur connaissance du terrain. Nos enseignants sont des chercheurs, ils connaissent aussi sur le terrain les institutions étrangères. Et donc, j'allais dire que l'ensemble de ces éléments leur permet d'avoir une appréciation du diplôme et du parcours d'études d'un grand nombre d'étudiants. J'ajoute à cela, et c'est le rôle d'une direction des relations internationales, nous sommes là aussi pour leur indiquer les institutions de qualité, les disciplines de prestige dans la plupart des institutions étrangères, leur donner des outils pour comprendre le système universitaire dans les différents pays. Et on s'appuie aussi en cela, et je dois souligner, le travail des postes diplomatiques, des espaces Campus France qui nous aident beaucoup dans cette appréciation, à la fois, j'allais dire, pédagogique et scientifique sur le terrain. Mais là où, et j'en arrive plus précisément au rôle que joue le Centre Énicnaric, c'est une démarche qualité. C'est le fait qu'en ayant en ligne de mire les critères d'éligibilité d'un diplôme étranger, que ce soit pour les citer, le fait que ce soit habilité par une instance nationale reconnue, que la délivrance du diplôme se fasse également par une institution reconnue, qu'il existe des accords bilatéraux ou intergouvernementaux sur la reconnaissance des diplômes, que vous donniez une place tout particulière d'ailleurs au diplôme dans un cadre national ou international, la présence de crédits ECTS, pas seulement en Europe, puisque je vois que c'est un système qui est aussi communément utilisé dans bien d'autres parties du monde, le fait de bien souligner les prérequis pour l'entrée dans une formation, tout ça concourt à aider les établissements à mettre en place cette démarche qualité et à inscrire ponctuellement dans également leur procédure de reconnaissance des diplômes, de faire appel au Centre Énicnaric. Alors, c'est vrai que les universités vont faire appel au Centre Énicnaric pour des étudiants qui font des demandes plus spécifiques. Vous avez évoqué les étudiants qui ont un statut de réfugié, mais c'est vrai aussi pour tous les étudiants qui sont en reprise d'études ou en réorientation professionnelle. C'est vrai que là, il y a une demande plus précise d'études et de certification de la part du Centre Énicnaric. Mais voilà globalement l'apport que le Centre Énicnaric apporte dans les démarches universitaires pour la reconnaissance des diplômes étrangers. Merci beaucoup, Madame Estéoul, et merci d'avoir insisté aussi sur cette mission de démarche qualité, comme vous l'avez appelé, pour le Centre Énicnaric va bien sûr, avec ses critères d'éligibilité, se pencher sur la reconnaissance d'un diplôme dans le système éducatif qu'il a délivré. Donc, merci beaucoup de toutes ces précisions sur l'application de ces décisions politiques par les universités, par votre université. Je reviens vers vous, Madame de Bias-Sainton. Nous avons beaucoup parlé de ce qui nous a permis d'être là
là où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les priorités actuelles de la Commission européenne en matière de reconnaissance et ce que vous attendez du centre Enignarik pour leur mise en œuvre. Alors on a parlé de la reconnaissance automatique, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Et Siegfried a commencé à en parler aussi. Donc, il y a bien sûr cette convention de Lisbonne sur la reconnaissance dans le cadre de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Maintenant, dans le cadre de l'espace européen de l'éducation que l'on souhaite réaliser d'ici 2025, on souhaite aller plus loin avec une reconnaissance automatique. Donc, c'est un objectif pour lequel, d'ici 2025, on souhaite que toutes les dispositions soient mises en place dans l'ensemble de l'Union européenne pour réaliser cette reconnaissance automatique, que ce soit des périodes d'études à l'étranger ou que ce soit des diplômes académiques à l'étranger. Donc, comme je le disais précédemment, donc on a proposé une recommandation au Conseil de façon à pouvoir clarifier les zones grises de la Convention de Lisbonne et aller plus loin avec une définition commune sur ce qu'est cette reconnaissance automatique. Maintenant, donc cette recommandation du Conseil a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des États membres en 2018, fin novembre 2018. Maintenant, notre objectif est de la mettre en œuvre. Et le rôle, bien sûr, des centres Enignarik est absolument fondamental pour cette mise en œuvre. Pourquoi? Parce que ce sont les établissements d'enseignement supérieur, comme Madame Estéoul l'expliquait, qui sont au cœur de cette reconnaissance. Donc, c'est-à-dire que c'est effectivement le département des relations internationales avec l'ensemble des autres départements qui va définir lorsqu'un de vos étudiants est parti dans un échange Erasmus, par exemple, et lorsqu'il revient, de reconnaître automatiquement les crédits CTS pour autant qu'ils aient été agréés dans le cadre d'un contrat d'études. Et ce contrat d'études est absolument fondamental de façon à ce que les règles soient claires avant que l'étudiant parte à l'étranger, de façon à faciliter son retour et cette reconnaissance des acquis qu'il aura eu pendant cette période, qu'il ou elle aura eu pendant cette période à l'étranger. Donc pour ça, ce contrat d'études est absolument fondamental, mais également pour établir un contrat d'études avant le départ, c'est important d'avoir des catalogues des cours en ligne mis à jour régulièrement, de façon à ce que l'étudiant et le personnel à l'étranger puissent avoir une bonne connaissance de ce que l'étudiant va pouvoir suivre. Et puis ensuite, c'est également important dans le cadre de cette reconnaissance des diplômes, lorsque vous accueillez des étudiants de l'étranger, comme vous l'avez très bien expliqué, de pouvoir compter sur les Enignarik pour pouvoir mieux comprendre les autres systèmes et pouvoir évaluer dans le cadre de votre admission. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une reconnaissance automatique par rapport aux critères d'éligibilité, de façon à éviter qu'un étudiant qui ait reçu une licence et qui soit éligible pour un master, de façon à éviter qu'ils doivent faire face à un processus qui peut s'avérer parfois dans certains pays un peu long et un peu complexe, ce qui met en danger leur accès à d'autres formations, donc de pouvoir faciliter tout ça avec une meilleure cohérence entre les différents pays. Et pour ça, le rôle du centre Enignarik est absolument fondamental et je crois que Siegfried l'a très bien traduit en disant que vous avez un rôle de transmetteur et de traducteur. Pour cela, pour expliquer les différents systèmes d'enseignement supérieur européen à vos établissements d'enseignement supérieur français, mais également de l'expliquer à vos pairs, aux autres centres à l'étranger, pour expliquer les diplômes français également à l'étranger. Et pour cela, donc, c'est important votre rôle de guider, de traduire, d'expliquer aux établissements d'enseignement supérieur cette distinction entre l'éligibilité et l'admission. Donc, l'automaticité se traduit vraiment au niveau de l'éligibilité et l'admission, bien sûr, comme le rappelait Madame Estéoul, toutes les universités ont bien sûr leur rôle d'autonomie quand il s'agit de mettre des critères de sélection, etc., des étudiants.
Donc, c'est pour cela, pour aider l'ensemble des centres ENIC-NARIC à mettre en œuvre toutes les étapes nécessaires pour arriver à cette automaticité d'ici 2025, nous avons mis en place un soutien technique pour l'ensemble des centres ENIC-NARIC et qui organise des séminaires en ligne où justement vous pouvez discuter et échanger en ce qui concerne, et Siegfried, tu l'as mentionné, la reconnaissance également des diplômes en ce qui concerne les diplômes des réfugiés. Mais également, les futures priorités vont aller aussi beaucoup, nous allons promouvoir beaucoup les cours en ligne. Les cours en ligne qui peuvent s'inscrire dans le cadre d'un diplôme ou qui peuvent s'inscrire dans le cadre d'un micro-certificat ou micro-certification. Je ne sais pas comment vous l'appelez en France, peut-être micro-certificat. Et donc, dans ce cadre-là, il y a encore beaucoup à faire pour leur reconnaissance. C'est tout un chantier que nous lançons. Nous allons lancer une approche européenne en ce qui concerne les micro-certificats, de façon à pouvoir définir ensemble une définition commune sur ce qu'est un micro-certificat, à quoi ça correspond. Nous allons travailler sur un standard européen ensemble toute l'année prochaine et nous allons travailler sur les différentes étapes nécessaires en se basant bien sûr sur les instruments de Bologne pour arriver à une approche commune. Et donc ici, le rôle des centres ENIC-NARIC va être essentiel et nous allons vous impliquer, et vous êtes déjà impliqués d'ailleurs dans les discussions en cours, de façon à pouvoir ensemble mettre tous les instruments qui existent aujourd'hui ensemble pour faciliter cette reconnaissance. Très bien, merci beaucoup Vanessa, merci beaucoup pour ces informations. Oui, sur cet engagement, sur comment on va dire, la reconnaissance des micro-certifications. Alors, je crois qu'on dit micro-certification, mais qu'il y a encore une discussion en France pour savoir quel était le terme micro-certificat ou micro-certification qui allait être retenu. C'est vrai que c'est vraiment un défi qui est à relever aussi pour nous, voir comment ces outils du processus de Bologne peuvent s'adapter à la reconnaissance des micro-certifications pour mieux répondre aux attentes des étudiants et de tous les citoyens, bien sûr, pour s'adapter à un marché du travail qui change beaucoup. Siegfried, nous avons déjà, je pense, beaucoup parlé des groupes de soutien aux pairs. Dans le cadre de la réunion ministérielle de Rome, notre pays s'est engagé à contribuer au développement d'un espace européen plus inclusif, innovant, interconnecté et résilient. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à ajouter sur comment nous pourrions vous aider à y parvenir, ou est-ce que cette méthodologie repose essentiellement sur la méthodologie du soutien par les pairs que nous avons abordé déjà en première partie? Fondamentalement, oui, il va falloir continuer ce travail puisqu'on l'a vu, le cadre, d'une certaine manière, s'élargit. On passe d'une reconnaissance dans la poursuite d'études à maintenant une reconnaissance automatique et puis, j'ai envie de dire, une reconnaissance tout au long de la vie. Puisqu'on va avoir plusieurs étapes de reconnaissance au niveau des micro-certificats après une courte période, après un voyage, après des cours en ligne. Donc, ce travail entre pairs pour mettre en œuvre ce qu'on a décidé en 97, maintenant, il va falloir évidemment l'élargir dans ce qu'on est en train de bâtir. On n'en a pas parlé, mais les universités européennes aussi vont être un outil, un véhicule charnière très très important dans le cadre de ce chantier de l'interopérabilité avec le président de la République, elle l'avait appelé de ses voeux une mobilité de la moitié d'une classe d'âge des étudiants qui ait fait une partie de leur étude au moins 6 mois d'ici 2025. Les universités européennes ont chacune un objectif également de mobilité de la moitié de leur cohorte. Et donc, ça veut dire que la reconnaissance
ça va être au cœur. Et puis au-delà des étudiants, il y a évidemment les adultes, les gens qui, comme moi, ont envie de reprendre des études et là ont aussi un besoin de faire reconnaître les acquis professionnels, les valeurs, tout ce qui est valorisation des acquis de l'expérience. Ça rentre aussi dans le champ de la reconnaissance. Donc oui, l'apprentissage entre pairs, il va avoir son champ élargi et ce sur quoi on va aussi compter beaucoup sur vous, mais on va travailler ensemble, c'est de continuer ce que Fatou a évoqué, qui est ce dialogue avec les établissements. Le ministère a mis en place un groupe qui s'appelle le groupe de travail sur l'espace européen de l'enseignement supérieur. Il a un petit nom un peu barbare, c'est le GT3ES, mais auquel vous avez déjà participé, Hélène, et on pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on retravaille, puisque c'est un lieu privilégié pour pouvoir parler justement des difficultés qu'on peut avoir pour mettre en œuvre les objectifs ambitieux qu'a évoqué Vanessa, avec la recommandation sur la transparence de l'offre de formation, sur les difficultés que vont rencontrer les étudiants, les établissements, à dire oui, effectivement, c'est marqué automatique, mais en fait, comment je fais concrètement pour, est-ce qu'on peut aller vers un objectif de dites-le nous une fois, par exemple, avec une automaticité qui serait fondée sur une base de données où on sait que tel étudiant ou tel diplôme a déjà été reconnu une fois, à ce moment-là, c'est pas la peine de refaire une attestation. Donc, évidemment, il va y avoir un chantier très, très large. Micro-certification, on n'a pas encore tranché. On aime beaucoup micro-certificats en France. Mais voilà, mais ça, c'est un débat, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Siegfried. Madame Estéhoul, est-ce que vous rencontrez des difficultés liées à la reconnaissance des diplômes étrangers au quotidien? Est-ce que vous pensez que le Centre Enignarik France pourrait vous aider à les résoudre, ou est-ce que je pensais notamment, on l'a abordé très peu, cette importante question de la reconnaissance des qualifications des réfugiés qui est prévue dans l'article 7 de la Convention de Lisbonne, la reconnaissance des qualifications des réfugiés, même quand ils n'ont pas tous les documents attestant de leur parcours académique. Disposez-vous de procédures particulières dans votre établissement pour ce public, et d'une manière plus générale, est-ce que, comment pensez-vous que les établissements d'enseignement supérieur français pourraient être associés à l'élaboration d'une procédure pour répondre aux besoins de ce public avec le Centre Enignarik France? Tout à fait. Avant de répondre plus précisément à votre dernier point sur les réfugiés, oui, il y a bien sûr des difficultés au quotidien. Alors, je dirais que ces difficultés, elles sont de deux ordres. Elles sont déjà d'un ordre quantitatif, c'est-à-dire que les universités françaises sont quand même sont attractives, hein. C'est déjà ce qu'on peut souligner comme point, et de fait reçoivent énormément de candidatures de la part d'étudiants étrangers. Je vous dirais simplement que pour l'Université de Paris, nous sommes à 20 000 candidatures par an d'étudiants étrangers qui chaque année souhaitent venir étudier, que ce soit au niveau licence, master, voire au niveau doctorat. Donc, face à cette volumétrie de candidatures, il est vrai que nous avons mis en place, et surtout les services de scolarité que je tiens à saluer, ont mis en place, c'est vrai, des systèmes et des commissions d'évaluation et de sélection en lien, bien sûr, avec les enseignants-chercheurs, les responsables de formation sur ces candidatures. Mais c'est vrai que c'est une volumétrie qui est exponentielle. Et puis, il y a les aspects qualité, et si on revient sur les aspects de qualité concernant les diplômes étrangers, il y a d'une façon générale, et ça reste quand même une donne, le fait qu'il n'y a pas toujours la connaissance appropriée du système de notation, du système d'évaluation propre à chaque pays, et donc de la valeur en quelque sorte du diplôme. Ce n'est pas dire que le diplôme aurait moins de valeur parce que venant de tel ou tel pays, mais où se situe-t-il, dans quelle échelle par rapport à un diplôme français? Et c'est vrai que c'est là où tous les aspects de comparabilité que peut faire le Centre Enignarik sont importants. Mais si je reviens sur ces difficultés, elles sont réelles. Il faut quand même les prendre en compte. Et puis, comme vous l'évoquez, il y a les statuts des étudiants réfugiés. Je dois dire que la réponse qu'ont apportée les universités jusqu'à présent, dont la mienne, a été une réponse très pragmatique, en mettant en place des diplômes d'université qu'on a appelés soit passerelles, soit reprise d'études, et qui permet, si je puis dire, une évaluation de ces étudiants réfugiés qui ont souvent fait des études mais qui n'ont plus leur diplôme
parce qu'ils sont dans des situations précaires et en situation de réfugiés. J'allais dire d'évaluer sur des aspects méthodologiques, académiques, linguistiques, comment quel est le niveau d'études le plus optimal et celui auquel ils pourraient avoir accès dans l'université. Mais c'est là, à mon sens, où le centre Énic Narik a tout son rôle à jouer dans l'évaluation, par exemple, de ces étudiants réfugiés, parce que vous avez l'expertise, parce que vous avez l'expérience aussi, que vous avez la connaissance des pays, de leurs diplômes, des institutions, et que vous avez plus de repères. De fait, vous avez constitué aussi une base de données. J'ai revu avec plaisir qu'il y a toujours votre base de données où il y a tous ces diplômes, 25 000 diplômes recensés. Je pense que nous devons aller dans un sens où on collabore beaucoup plus, quand je dis nous, les universités, pour avoir une démarche qualité. Je reviens à ce point, je trouve que c'est très important, dans nos démarches d'évaluation et de sélection des candidats étrangers. Alors, bien sûr, la période nous le rappelle, c'est vrai que tout ça doit se faire plus ou moins de plus en plus de façon dématérialisée, digitalisée, parce que nous aurons peut-être moins l'occasion de nous retrouver, enfin je ne le souhaite pas, de nous retrouver en présentiel, mais c'est vrai qu'il y a une rapidité de l'information et une fluidité de l'information qui est importante. En ayant accès à une base de données sur des diplômes étrangers, ça permet aux universités de rapidement se rendre compte de tel ou tel diplôme et de la validité de tel ou tel diplôme. Je rappelle aussi, enfin je le souligne, qu'il y a beaucoup de faux diplômes malheureusement qui circulent, et c'est en ce sens où je pense que votre expertise et cette base de données peut avoir tout son intérêt pour les universités. Je voulais rajouter par ailleurs qu'il me semble primordial que le centre Énic Narik favorise la coopération entre les institutions étrangères et françaises sur la reconnaissance des diplômes. Je sais que c'est au cœur de vos missions. Je l'ai dit, établir des grilles de comparabilité entre les pays et les systèmes universitaires nationaux, et puis favorise la création de collaboration et de partenariats entre universités françaises et universités étrangères. Voilà. Mais tout ça, c'est dans l'objectif et avec le but d'avoir pour moi une information fiable, transparente et surtout actualisée pour l'ensemble des universités françaises. Je crois que ce seront vraiment les maîtres mots pour nous aider dans nos démarches respectives. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Estéoul Fatou, de toutes ces informations très utiles pour nous. Je pensais à la base de données pour appliquer la recommandation sur la reconnaissance automatique, évidemment, de pouvoir communiquer les informations que nous avons sur les diplômes étrangers directement, pas au travers d'une attestation, mais directement auprès des universités, sera évidemment crucial, et donc c'est un chantier sur lequel nous travaillons. Merci beaucoup. Cela touche bien sûr au chantier plus large du numérique, mais là je me tourne vers ma collègue Nathalie Nilsson-Thiello, qui a recueilli les questions de nos participants sur, enfin c'est pas sur le chat, mais dans la partie questions. Et sûrement, il y a aussi des questions qui nous sont arrivées sur la question du numérique, l'utilisation du numérique au service de la reconnaissance des diplômes et de l'application de ces engagements politiques tels que la reconnaissance automatique. Donc je lui donne la parole, Nathalie. Oui, merci Hélène. Merci également à Madame de Biais-Santon, Madame Estéoul et Monsieur Martin Diaz pour leurs interventions. Alors, il y a eu en effet pas mal d'échanges de questions. Alors, concernant à la fois les différents intervenants et également les procédures du Centre Énic Narik France. Donc, pour les procédures, on a répondu directement dans le chat. Alors, concernant en fait tout d'abord, il y a une question, je pense, alors ça concerne la reconnaissance automatique. C'est un terme qui est un petit peu étranger pour nos participants. La question qui est posée, c'est en termes donc, de reconnaissance donc, de ces acquis, comment vont réagir les autres pays qui, eux, ne font pas ce qu'on appelle de compensation entre les unités d'enseignement. Donc là, je me dirige, je dirais peut-être dans un premier temps, Madame de Biais-Santon,
si vous avez des éléments à nous apporter sur ce sujet-là, en fait, au niveau de la reconnaissance automatique, notamment sur la prise en compte de cette recommandation par les autres pays de l'Union européenne. Oui, merci beaucoup pour cette question et je suis sûre que les autres intervenants voudront compléter ma réponse. En fait, justement, l'objectif de cette recommandation au Conseil était d'avoir une définition commune de cette reconnaissance automatique, chose que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et qui générait des approches très différentes. Maintenant, l'intérêt d'avoir une définition commune et justement d'harmoniser l'approche entre l'ensemble des pays européens. Pour autant, encore une fois, qu'il y ait la même interprétation de la définition. D'où l'importance du rôle des centres énigmatiques et des échanges que nous organisons entre eux. Et c'est pourquoi j'ai déjà insisté à plusieurs reprises que les critères d'éligibilité quand il s'agit de reconnaissance des diplômes étrangers est absolument essentiel. Et ça doit être appliqué de manière universelle à travers tous les pays européens. Ensuite, en ce qui concerne les critères d'admission et de sélection, ça reste la spécificité des universités. Et ensuite, en ce qui concerne les crédits CITES dans le cadre de séjour d'études à l'étranger, il existe un contrat d'études commun en ce qui concerne dans le cadre du programme Erasmus qui est commun à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Alors, c'est vrai qu'il y avait des différences dans ces contrats d'études jusqu'à maintenant. Dans le prochain programme Erasmus+, à partir de l'année prochaine, cela va être standardisé dans le cadre de cette initiative de la carte d'étudiant européenne. Donc, c'est-à-dire que les étudiants prendront leur téléphone et via l'application, ils auront tous accès au même contrat d'études et nous allons faciliter vous parlez de numérisation. Donc, nous allons faciliter cet échange de données académiques entre les différentes universités, pas en créant un système centralisé informatique très complexe, mais en favorisant les échanges entre les systèmes informatiques qui existent localement dans les institutions. Donc, ça devrait faciliter grandement, si vous voulez, à la fois cet accord entre l'institution de départ et l'institution d'arrivée sur ce que l'étudiant va étudier, mais ensuite, à la fin du séjour, sur l'échange des crédits CITES qu'ils auront acquis et leur reconnaissance automatique à leur retour. Donc ça, c'est tout ce système de standardisation que nous mettons en place au niveau européen. Après, je ne sais pas si Fatou ou Siegfried veulent compléter en ce qui concerne ces spécificités que vous avez mentionnées, Nathalie. Je rajouterais, mais ça a été dit et c'est très bien, que numérisation ne veut pas dire uniformisation, bien sûr. Et c'est là où tout le sens du catalogue de cours, qui va être aussi une des clés dans ce processus d'Erasmus Without Paper et d'initiative carte étudiante européenne, prend son sens. Et Vanessa a tout à fait raison, Madame de Biais-Sainton a tout à fait raison d'insister sur ce point. Le catalogue de cours, c'est une réflexion que nous menons au sein de l'Université de Paris. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative de mise en place d'un groupe utilisateur national par l'Agence nationale Erasmus, qui regroupe des universités, qui regroupe l'ensemble des prestataires, des conférences, l'AMU, tous les réseaux universitaires existants, pour porter une réflexion concrète, j'allais dire, et une opérabilité rapide d'Erasmus Without Paper et de l'initiative carte étudiante européenne. Mais c'est vrai qu'au cœur de cette initiative, il y a le catalogue de cours. Et c'est pour ça que la réflexion sera très importante pour que nous soyons, j'allais dire, sur les normes des prérequis européens et faciliter ce qu'on appelle maintenant la reconnaissance automatique. Ça va même plus loin que ça, comme le disait Vanessa. C'est vraiment permettre à chaque étudiant, au niveau européen, mais ce qui sert pour l'Europe servira pour le reste du monde, en grande partie, il faut le dire, parce que nous sommes aussi étudiés, nous sommes copiés, l'Europe au sens large, bien sûr, et ça permettra à chaque étudiant de parfaitement voir les correspondances entre les diplômes.
entre le contenu de son diplôme dans son université d'origine et le contenu de son diplôme dans l'université d'accueil. Donc, je soulignerai particulièrement l'importance du catalogue de cours. Merci. Monsieur Martin Diaz, si vous avez des éléments à apporter. Non, je crois que tout a été dit et là-dessus, et je pense que c'est intéressant peut-être de passer à une autre question. Mais moi, je pense que l'essentiel a été dit par Fatou et Je vous Vanessa. remercie. Alors, une question destinée à Madame Estéoul concernant en fait le rôle des commissions pédagogiques. Si nous allons vers la reconnaissance automatique, est-ce que vous pouvez préciser en fait quel serait le rôle de ces commissions pédagogiques? Je suppose qu'elles seront toujours existantes puisqu'elles se prononceront davantage sur l'admission et non pas sur l'accès. Si vous pouvez apporter quelques précisions là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que oui, vous aurez toujours des commissions pédagogiques parce que, comme il a été rappelé par nos deux autres invités, les universités restent autonomes dans leur décision d'accepter des étudiants étrangers. D'ailleurs, j'allais dire d'accepter tous les étudiants. Il ne s'agit pas de simplement dire que les étudiants étrangers et de sélectionner tous les étudiants. Sachez que les commissions, elles le font encore une fois dans un double objectif. D'une part, de voir la motivation, si je puis dire, de l'étudiant et le fait que son parcours d'études précédent va lui permettre de faire des études dans les meilleures conditions, et puis d'autre part, de concourir à la réussite de ses études. Et j'insiste aussi sur ce point, c'est qu'on ne candidate pas simplement à une université, on candidate à un parcours avec des débouchés professionnels précis, quel qu'il soit, que ce soit poursuivre en doctorat, de la recherche ou se tourner vers le privé. Donc, ce que je pourrais dire, parce que je vais rester sur d'un point de vue général, parce que les commissions pédagogiques n'ont d'autres objectifs que les deux objectifs que je viens de mentionner. Aussi, ce qui est important, c'est qu'elles sont animées par les responsables de formation. Et j'insisterai sur le rôle de ces responsables de formation. Ce sont eux qui sont à même à la fois d'étudier et d'accompagner le parcours de l'étudiant. Il ne faut pas les voir comme des commissions sanctionnant de quelque façon que ce soit, et surtout de bien allier motivation et outils, et accompagnement des étudiants. Très bien, je vous remercie. Dernière question, alors il y a plusieurs questions évidemment, mais il y a notamment des questions sur le supplément au diplôme qui a notamment été à nouveau revu et valorisé à travers le nouvel Europass sur l'utilisation de ce document dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Quel est son objectif? Comment est-il perçu par les établissements? Peut-être un point de vue, disons, européen d'abord, avant de passer à un point de vue plus national, et puis sur le terrain avec Madame Estéoul. Madame de Bessanton, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis très contente de la question parce que ce supplément au diplôme est aussi quelque chose d'essentiel, de façon à ce que, si vous voulez, un étudiant part à l'étranger et dit, voilà, j'ai un master, je ne donnerai pas d'exemple, mais on a des noms très divers de master. Voilà, quand on va à l'étranger, c'est très compliqué pour un établissement à l'étranger de comprendre, oui, mais alors quelles ont été les compétences acquises par cet étudiant. Et donc, ce supplément au diplôme est très instructif en ce qui concerne les compétences, voilà, acquises par un étudiant, que ce soit à travers le curriculum formel, mais également à travers des activités extra-curriculaires, de volontariat, que ce soit des périodes à l'étranger, etc. Donc ça, c'est très important de façon à ce que les établissements d'enseignement supérieur étranger puissent vraiment comprendre les acquis de l'étudiant qui candidate chez eux. Donc c'est vraiment un outil effectivement que nous avons révisé dans le cadre de la convention avec l'UNESCO et qui maintenant a été intégré, donc quand on parlait de digitalisation, dans cet outil européen qui est Europass, qui est essentiel dans le cadre de cet apprentissage tout au long de la vie. Europass va être vraiment l'instrument européen qui va permettre à chaque personne tout au long de leur vie de partager
si elles le souhaitent, parce que c'est elles qui seront responsables des données qu'elles veulent partager à travers cet outil, qui pourront partager leur supplément au diplôme, leur diplôme, mais aussi leur micro-certificat, puisque nous continuons tout au long de la vie à apprendre. Et quand il s'agit de partager ces acquis, c'est important d'avoir un support, un outil digital, et cet instrument européen Europass est l'outil que nous proposons pour partager tout cela. Très bien, je vous remercie. Monsieur Martin Diaz, le point de vue du ministère en fait sur ce supplément au diplôme. Bah, écoutez, le supplément au diplôme, nous, on l'a toujours soutenu. Il est prévu dans le cadre national, hein, qu'il y ait à côté de chaque diplôme un supplément au diplôme. Maintenant, il y a tout un effort d'adaptation, de travail avec les établissements pour les encourager, lorsqu'ils le souhaitent, à mettre en place ce supplément. Il y a ce nouvel outil, il y a Europass. Vous nous interrogiez tout à l'heure, Hélène, sur le rôle des NIC-NARIC vis-à-vis des questions numériques. Là, je crois que il y a tout, alors je sais pas, c'est peut-être pas un update, mais voilà, il y a une opportunité à saisir pour eh bien, utiliser toutes les opportunités du CV Europass, par exemple, pour vérifier le parcours académique d'une personne. Il y a aussi l'idée que les attestations de comparabilité qui sont délivrées par le Centre NIC-NARIC pourraient être ajoutées dans les documents numériques de la bibliothèque Europass. Donc il y a véritablement beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes, et nous, au ministère, on est tout à fait favorable justement à cette fluidité des parcours, et permettre justement, au-delà du fait que bah oui, vous avez un diplôme, c'est comparable, vous pouvez peut-être être examiné, et là permettre justement ce dialogue commun que j'évoquais tout à l'heure entre les établissements. Très bien, je vous remercie. Madame Estéoul, l'importance du supplément au diplôme pour les établissements enseignement supérieur, notamment quand vous recevez des diplômes étrangers. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, on profite justement du supplément au diplôme pour expliquer les parcours diplômants des universités françaises, et particulièrement pour les étudiants qui sont partis en mobilité à l'étranger, que ce soit un Erasmus ou hors Europe. Ça permet aux futurs employeurs de bien comprendre quels sont les acquis, les compétences, on appelle ça les soft skills, ou bien les résultats qu'ont acquis les étudiants en partant à l'étranger. Et j'allais dire de la même façon, pour les étudiants étrangers, c'est une façon aussi d'inscrire leur parcours dans leur pays d'origine ou dans un tout autre pays d'ailleurs, et leur parcours en France, et de bien montrer leur poursuite d'études et la cohérence de leur projet d'études. Donc, très clairement, à l'Université de Paris, tous les diplômes se voient complétés, comme son nom l'indique, par un supplément au diplôme. Et je pense que c'est très important qu'il y ait ce supplément au diplôme actuellement. Très bien, je vous remercie. Je redonne la parole à Hélène pour conclure ce webinaire. Merci. Merci Nathalie, bien sûr, 1 heure c'est court, il y a beaucoup de questions, et nous essaierons de répondre aux questions que nous n'aurions pas pu aborder, bien sûr, à travers les outils numériques. Vraiment, ce webinaire, cette conversation, les exposés de nos intervenants, que je remercie vraiment chaleureusement pour ce qu'ils nous ont apporté ce soir. En tout cas, pour nous, au Centre NIC-NARIC, ça va nous être d'une très grande utilité pour adapter notre action à vos besoins, donc aux besoins de la Commission européenne, aux besoins du ministère de l'Enseignement supérieur, aux besoins des établissements d'enseignement supérieur. Essayer de renforcer aussi nos relations avec les établissements d'enseignement supérieur pour bien jouer ce rôle charnière, ce rôle d'articulation que nous avons. Nous avons abordé la question, vraiment l'importance du numérique. C'est vraiment le défi que nous devons tous, dans nos institutions, relever pour pouvoir adopter ces décisions ambitieuses en matière de reconnaissance automatique et de mobilité internationale d'une manière générale. Donc merci beaucoup à nos 3 intervenants, et merci beaucoup à tous les participants d'être avec nous ce soir. J'espère que vous avez aussi pu apprendre beaucoup sur ces questions vraiment passionnantes de reconnaissance. Et
Et bien sûr, je veux souhaiter un très bon 75e anniversaire à France Éducation Internationale. Et également, vous rappeler que il y a encore d'autres webinaires dans le cadre de ces festivités. Nos collègues du service des assistants de langue et de la mobilité demain, et nos collègues du département langue française vendredi présenteront aussi un webinaire, et j'espère que vous serez aussi nombreux pour y être. Merci beaucoup, merci vraiment Vanessa de Biassinton, Fatou Estevoul, Siegfried Martin-Diaz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et merci à tous les participants, et à bientôt, j'espère. Au revoir.